bonjour à toutes, je crois. Ouais, je vois pas de monsieur dans la salle. S'il y en a, oh bravo, un homme parmi nous. Bonjour à tous alors et toutes. Merci d'être là pour cet atelier qu'on veut vraiment le plus interactif possible. Alors c'est un sujet très très important, l'hormonothérapie, qui concerne beaucoup de femmes, autour duquel il y a beaucoup de questions. 1 heure, ça va être court. Nous, on a essayé de faire, Annie et moi, des topos voilà, qui lancent la discussion, qui soient à la fois voilà, dans lesquels il y a du contenu, mais qu'on va essayer de tenir en 1 demi-heure pour nous laisser 1 demi-heure de discussion. Et puis on pourra revenir sur le topo si vous le souhaitez. On va commencer peut-être par se présenter. Annie Oui. Ça marche là? Il est où le beau garçon, il est parti. Vas-y. Bon, ça marche? Ça y est, ça marche? Bon, alors moi, je suis Annie Sicard. Je suis patiente partenaire en cancérologie auprès du professeur Maassis Sagachian de l'hôpital américain et du centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud. Voilà. Et ça fait depuis déjà quelques années qu'elle m'avait proposé d'être patiente partenaire. Et voilà. Et j'en profite aujourd'hui pour la remercier chaleureusement et de tout mon cœur de m'avoir fait confiance. Bon, je suis un peu émotive, hein, mais c'est vrai. L'histoire m'a donné raison, parce que vraiment, tu fais un job formidable, Annie. Je fais ce que je peux. Voilà, c'est patiente surtout qui te remercie avec moi. Maassis Sagachian, moi, je suis oncologue médicale. Je suis maintenant à l'hôpital américain de Paris et j'ai été pendant 17 ans à l'Institut Gustave Roussy. Voilà. Et je m'occupe uniquement de femmes qui ont des cancers du sein. Je ne sais pas faire autre chose. Et voilà. Donc, on va parler des cancers du sein hormonodépendants. Alors, d'abord, c'est quoi l'hormonothérapie? En fait, c'est un terme un peu bizarre parce que quand on fait de l'hormonothérapie, on fait de l'anti-hormonothérapie. Vous voyez, l'idée, c'est justement de lutter contre les hormones, essentiellement estrogène et progestérone, et puis en réalité d'agir sur tout le système de production des hormones chez les femmes préménopausée, en fait, ça fait intervenir l'hypophyse, l'hypothalamus, qui sécrète une première hormone qui va ensuite stimuler les ovaires et faire produire les œstrogènes et la progestérone. Et puis, après la ménopause, on continue toujours à produire des hormones, mais c'est en transformant la graisse corporelle et la testostérone, enfin, en transformant des précurseurs qui vont devenir estrogènes et progestérone. Donc, des hormones, on en sécrète toute la vie et on a des médicaments qui peuvent permettre de freiner cette production ou d'agir directement sur l'effet des hormones sur les cellules cancéreuses. Alors pourquoi est-ce qu'on tient tellement, nous, à l'hormonothérapie et pourquoi on parle autant d'hormonothérapie? Figurez-vous que ça fait plus de 100 ans qu'on fait de l'hormonothérapie. La première fois qu'on a fait de l'hormonothérapie, c'était en 1896. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à l'époque, les chirurgiens se sont rendus compte qu'en enlevant les ovaires des femmes, en particulier non ménopausées, on pouvait réduire la taille d'une tumeur dans le sein. Donc, vous voyez, ça a commencé très tôt, mais le premier médicament réellement d'hormonothérapie, c'est le tamoxifène. Et vous voyez, il est presque aussi vieux que moi. Et depuis 1977, ça reste notre hormonothérapie phare. Et ça veut dire aussi que, vous voyez, on a pratiquement 50 ans maintenant de recul et d'expérience et de données sur ce que fait le tamoxifène et ce qu'il peut apporter aux femmes. Et puis, vous voyez, au fil du temps, il y a des nouveaux médicaments qui sont apparus. Anastrozole, létrozole, exemestane, ce sont les hormonothérapies qu'on donne aux femmes ménopausées. Et puis, on a aussi découvert ces fameux médicaments comme la goséréline qui permettent de bloquer la production hormonale chez les femmes non ménopausées. Et puis plus récemment, et on va en parler rapidement, il y a des traitements ciblés qui ne sont pas réellement des traitements anti-hormonaux, mais qui viennent s'associer aux traitements hormonaux pour augmenter l'efficacité des traitements hormonaux. Et donc, vous voyez, donc, les grandes classes d'hormonothérapie, ce sont les anti-œstrogènes, qui sont le tamoxifène et le fulvestrant. Ceux-là, ils vont vraiment agir directement sur le récepteur à l'œstrogène, au niveau des cellules du corps et en particulier des cellules cancéreuses. Et puis après, on a ceux qui vont bloquer la production d'hormones, les anti-aromatases
pour les femmes ménopausées. Et puis, on a ces médicaments, les agonistes de la LHRH, qui bloquent la production hormonale chez les femmes non ménopausées. Et puis, bon, on pourrait faire des progestatifs à forte dose, on ne le fait plus, parce que ça aussi, ça bloque la production d'œstrogènes. Le Mégaz, c'est un vieux médicament qui a trop d'effets secondaires, on ne l'utilise plus. Et puis, plus récemment, vous voyez, on a ces thérapies ciblées. Probablement, certaines d'entre vous ont ce traitement-là. L'Afinitor, le palbociclib, le ribociclib, la mémaciclib, c'est pas vraiment des hormonothérapies, mais c'est des médicaments en fait dont l'intérêt est de venir augmenter l'efficacité de l'hormonothérapie, ou quand un cancer est devenu un peu plus résistant à l'effet de l'hormonothérapie, mais ils viennent lever cette résistance à l'hormonothérapie. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise l'hormonothérapie? Il y a vraiment beaucoup de situations, et c'est pour ça que ce sont des traitements qui sont énormément prescrits, où on peut utiliser l'hormonothérapie. En prévention, il faut savoir que chez une femme qui n'a jamais eu de cancer du sein, on pourrait faire de l'hormonothérapie. Aux États-Unis, on fait de l'hormonothérapie en prévention, le tamoxifène, et même les anti-aromatases, pour éviter l'apparition d'un cancer. Pour les femmes à très haut risque, aux États-Unis, on donne du tamoxifène en prévention d'un cancer du sein. En France, il n'y a pas l'AMM pour ça, et en Europe, parce qu'on considère que les effets secondaires sont trop importants par rapport aux bénéfices et qu'il y a d'autres moyens de prévention. Après, l'adjuvant, donc c'est la situation la plus courante. L'adjuvant, c'est quoi? Quand on a été traité d'un cancer du sein par chirurgie, radiothérapie, parfois on fait, même si la patiente est considérée comme étant guérie, on va donner de l'hormonothérapie pour empêcher ce qu'on appelle la rechute de ce cancer du sein. Dans le fond, c'est de la prévention, mais de la prévention d'une rechute. Et puis, il y a ces situations néoadjuvantes où on fait de l'hormonothérapie alors que le cancer est en place dans le sein pour diminuer la taille de la tumeur, pour permettre une intervention chirurgicale plus limitée. Ça, on le fait surtout aujourd'hui chez les femmes plus âgées, quand elles ont une grosse tumeur dans le sein. Et l'hormonothérapie, elle va agir directement sur la tumeur, diminuer la taille de la tumeur et permettre de faire une intervention plus light. Et puis enfin, une des indications majeures, c'est aussi chez les femmes qui ont rechuté de leur cancer du sein. Si le cancer du sein est hormonodépendant, hormonosensible, s'il a des récepteurs aux hormones, l'hormonothérapie, elle va vraiment permettre de traiter cette rechute, de tuer les cellules cancéreuses et d'éviter que la maladie évolue. Et c'est là où aujourd'hui on les associe tout particulièrement à ces thérapies ciblées dont je vous ai parlé. Alors, pourquoi l'hormonothérapie est tellement importante dans le cancer du sein? C'est que vraiment, l'hormonothérapie, ça sauve des vies. Et vous avez vu le tamoxifène, ce vieux médicament, on a vraiment des données maintenant très anciennes de ces femmes qui ont commencé à être traitées dans les années 70, 80, et avec le recul de 15, 20, 30 ans qu'on a avec ces données de tamoxifène. Donc, c'est des données anciennes, mais c'est avec le médicament de base qui est le tamoxifène, on se rend compte qu'on évite 1/3 des décès par cancer du sein grâce au tamoxifène. C'est énorme et c'est vraiment efficace. Vraiment, l'efficacité de l'hormonothérapie, elle est plus à démontrer. C'est des milliers de femmes qui ont été traitées dans les essais, qui ont été suivies et qui nous donnent la preuve de cette efficacité dans toutes ces situations que je vous ai décrites. Alors, comment ça marche en pratique? En fait, la base de l'hormonothérapie, c'est qu'en fait, l'estrogène, les hormones, en particulier l'œstrogène, c'est vraiment ce qui va stimuler la cellule cancéreuse. Et les cellules cancéreuses, quand elles ont à leur surface un récepteur à l'œstrogène, ce récepteur, il est au départ inactif. Et quand l'œstradiol arrive, quand l'hormone arrive, le récepteur, il devient actif. Et quand ce récepteur devient actif, la cellule cancéreuse, en quelque sorte, elle se réveille et elle peut se multiplier, elle peut se développer. Et l'intérêt de l'hormonothérapie, c'est vraiment de bloquer l'effet, soit de bloquer, donc comme je vous disais, la production d'œstradiol. On bloque la production d'œstradiol, le récepteur, il est inactif, la cellule cancéreuse, elle ne se développe pas. Soit on bloque la production, soit, par exemple, avec le tamoxifène, on va aller... le tamoxifène, il vient se mettre... Alors, je ne sais pas si non, l'animation, elle n'est pas là. Il vient se mettre à la place de cet œstradiol et il empêche que l'œstradiol aille sur la cellule cancéreuse. Et donc, il empêche que le récepteur s'active et que la cellule cancéreuse se mette à se développer. Donc, vraiment, c'est vraiment autour de ce rôle central de l'œstradiol sur le récepteur à l'œstrogène qu'on va agir.
Et évidemment, on ne fait ça que s'il y a des récepteurs à l'œstrogène sur la cellule cancéreuse. Et ça, nous, on le voit sur la tumeur elle-même. En analysant les tumeurs, on peut faire un marquage pour retrouver le récepteur à l'œstrogène. Vous voyez, tous les points marrons, là, ce sont les cellules cancéreuses qui ont ce récepteur à l'œstrogène. Et donc, c'est comme ça qu'on identifie les fameux cancers hormonosensibles. Et vous voyez sur les comptes rendus d'Anapat, il y a marqué 70%, 80%, 50% de récepteurs à l'œstrogène, de récepteurs à la progestérone. Le seuil, vous voyez, pour dire que c'est hormonosensible, c'est 10% de cellules marquées. Et aujourd'hui, 3/4 des cancers du sein sont hormonosensibles. Et dès qu'un cancer du sein est hormonosensible, l'hormonothérapie, elle peut marcher, elle va marcher. Alors, en fait, dans la situation la plus courante où on utilise l'hormonothérapie, c'est quand on a été opéré de son cancer du sein et qu'on veut éviter la rechute. Et ce que ça fait, c'est que, vous voyez, on a malheureusement après un cancer du sein, même s'il est petit, même s'il n'y a pas de ganglion atteint, mais a fortiori, plus il est gros, plus il y a de ganglion atteint, un risque de rechute au départ. Et on sait que le tamoxifène, maintenant avec toutes ces données que je vous ai montrées de suivi, on sait que le tamoxifène va diminuer de 41% ce risque de rechute chez toutes les femmes. Si on fait des anti-aromatases à la place du tamoxifène, eh ben on est encore plus efficace et on diminue ce risque de rechute de 20, on gagne encore 20 à 30% de réduction du risque de rechute. Et c'est pour ça que parfois, donc comme je vous l'ai dit, tamoxifène c'est pour les femmes préménopausées ou ménopausées, c'est l'hormonothérapie de base. Si on veut être un peu plus efficace, on donnera des anti-aromatases et on peut en donner pour les femmes non ménopausées en les ménopausant artificiellement. Et puis enfin, plus récemment, on a ces traitements ciblés, ribociclib, abemaciclib, les inhibiteurs de CDK, dont on s'est rendu compte que là aussi, même après traitement de chirurgie du cancer du sein et en situation adjuvante, quand on rajoute ces traitements, on diminue encore, on gagne encore 20 à 30% de réduction du risque de rechute. Et donc toutes ces rechutes évitées, c'est plus de patientes guéries définitivement de leur cancer du sein. Donc c'est vraiment extrêmement important. Alors, sur cette notion, la notion de risque de rechute, c'est vraiment, et de réduction du risque de rechute, c'est pas si simple. C'est pas si simple à comprendre parce que finalement, vous voyez, quand on dit 40% de risque, de diminution de risque, 20 à 30% de réduction supplémentaire, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au départ, le risque de rechute, il est très variable d'une patiente à l'autre, avec comme facteur l'âge, la taille de la tumeur, le pourcentage de récepteurs hormonaux, la présence ou pas de ganglions atteints. Tout ça, c'est des facteurs qui vont influencer le risque de rechute. Alors c'est sûr que si on part avec un risque de rechute élevé, le bénéfice, la diminution du risque, il va être proportionnellement beaucoup plus important. Et donc le bénéfice de l'hormonothérapie, il va être majeur. Si votre risque de rechute, au départ, il est de 60%, en le diminuant de 41%, c'est 36 femmes à qui on a évité une rechute sur 100 femmes. Donc l'hormonothérapie, elle est vraiment extrêmement importante. Par contre, si on part avec un tout petit risque de rechute, on a une toute petite tumeur avec pas de ganglion atteint, et qu'au départ, votre risque de rechute est de 10%, c'est sûr que quand vous rajoutez l'hormonothérapie, la réduction, elle est proportionnellement plus faible, la réduction de risque. Et donc finalement, l'hormonothérapie, elle va être utile à moins de femmes. Elle sera toujours utile, mais c'est moins de femmes sur 100 femmes traitées. Vous voyez, là, ça serait 6 femmes qui auraient évité une rechute si leur risque initial était de 10%. Donc, c'est vraiment toute la difficulté dans la discussion. Et quand on parle de l'hormonothérapie et qu'on insiste ou pas sur le fait de prendre ou pas cette hormonothérapie, il y a des situations où elle va être vraiment absolument fondamentale. Et puis, il y a des situations où ça se discute, très honnêtement. Et tout est une question, comme tout le temps en médecine, de balance entre ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice, c'est les rechutes évitées. Et les risques, nous, ce qu'on appelle risque, c'est en fait les effets secondaires. Parce qu'il n'y a pas vraiment de risque. Alors, bien sûr, il peut y avoir des effets secondaires un peu plus graves, mais ce qu'on appelle le risque, c'est les effets secondaires et qui vont malheureusement impacter la qualité de vie des patientes. Alors ça, il y a moyen de le calculer.
Et nous, les Anglais ont mis au point un logiciel, un algorithme qui s'appelle Predict, qui est d'ailleurs disponible en multilingue. Il y a une version française. Je vous montre une page de Predict. Alors, on peut aller sur le logiciel Predict. Et Predict, en fait, c'est une énorme base de données de toutes les femmes qui ont été traitées pour leur cancer du sein au Royaume-Uni. Et ils ont colligé toutes les données de ces femmes et ensuite les données de suivi et les traitements que ces femmes ont reçus. Et à partir de ça, on peut faire un peu de statistiques pour une femme donnée. C'est-à-dire que voilà, moi, quand j'ai devant moi une patiente de 55 ans, ménopausée, avec bien sûr un cancer hormonosensible, HER2 négatif, un KI qui est élevé, je mets la taille de la tumeur, le grade, je mets le nombre de ganglions atteints, et bien Predict, vous voyez, est capable de me dire, alors, et je note là-dedans, ce qui arriverait si la patiente recevait de la chimio ou pas, recevait de l'hormonothérapie ou pas, la durée de ce traitement. Et Predict me dit, bah écoutez, si pour 100 femmes comme cette femme-là, en lui donnant de l'hormonothérapie, bah, vous avez évité la rechute et le décès par cancer du sein pour 9 d'entre elles, 10 d'entre elles. Même chose pour la chimio. Et donc ça, c'est extrêmement utile pour pouvoir discuter de l'intérêt de l'hormonothérapie pour chaque patiente. Alors, il n'y a pas d'accès réservé. Tout le monde peut aller sur Predict. Les patientes peuvent le faire. Moi, honnêtement, je pense que c'est surtout un outil de dialogue et de discussion sur l'intérêt de la chimio, de l'hormonothérapie et pour une prise de décision. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez demander à votre oncologue de faire l'évaluation sur Predict. Avec ça, on est capable de vous dire, oui, l'hormonothérapie, sur 100 femmes qui vont la prendre dans votre cas, ça va éviter la rechute pour 2 d'entre elles. Et dans ce cas-là, on peut se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ou pour 10 d'entre elles, et là, on se dit, bon, il faut peut-être effectivement y aller et le faire. Et ça, c'est vraiment un outil très important. C'est un outil important parce que vraiment, autour de l'hormono, tout va être dans la compréhension de l'intérêt, dans la motivation que la patiente va y trouver. Parce que, voilà, on sait qu'avec les hormonothérapies, il y a 3 sujets majeurs. Il y a le sujet des effets indésirables, ça c'est au premier plan. Il y a des effets indésirables des traitements. Tout le monde n'en aura pas, mais on sait que ça... Enfin, alors ça c'est des données anciennes, hein, mais aujourd'hui, on sait que 30 à 50, parfois 70% des femmes arrêtent leur hormonothérapie à cause des effets indésirables. Il y a la question des interactions médicamenteuses, c'est des comprimés, le tamoxifène, un peu les anti-aromatases qui vont interagir avec tout un tas d'autres médicaments. Tout ça, c'est des traitements oraux et voilà. Et donc ça, c'est aussi un sujet. Et puis il y a le sujet en particulier de ce qu'on appelle l'observance. Et l'observance, c'est quoi? C'est est-ce que la patiente prend son traitement? Est-ce qu'elle le prend régulièrement? Et est-ce qu'elle va le prendre parce que malheureusement, en général, on part sur 5 ans, parfois 7 ans de ces traitements-là. Est-ce qu'elle va le prendre dans la durée? Et ça, on sait que l'observance, surtout avec l'hormonothérapie, elle n'est pas très bonne. Il y a plein d'études qui montrent ça. Et donc, et pourtant, en pratique, le point de départ, et on va y revenir après, c'est vraiment de comprendre pourquoi on prend ces traitements, mais aussi, il faut savoir qu'il y a plein de solutions pour lutter et pour agir sur ces trois facteurs. Les effets indésirables, alors on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas le but, mais les effets indésirables du tamoxifène, vous imaginez bien, depuis 50 ans qu'on prescrit ce médicament, ils sont parfaitement connus ils sont très variables d'une femme à l'autre voilà, ils sont listés ici. Il faut savoir malgré tout que le tamoxifène a aussi des effets bénéfiques sur le corps. Le tamoxifène, il va agir, il va nourrir l'os, il est bénéfique pour l'os. Et donc, pour une femme qui a de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose, le tamoxifène va diminuer son ostéoporose parce que le tamoxifène agit comme un traitement hormonal substitutif sur l'os. Et le tamoxifène, il est bon pour le cholestérol et il diminue les risques cardiovasculaires. Le tamoxifène, c'est un peu comme les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Pour ces 2 points, l'os et le cholestérol et les risques vasculaires. Donc voilà, il a aussi du bon. Ça, c'est les effets secondaires des anti-aromatases. Ils sont légèrement différents. On a beaucoup plus de problèmes de douleurs articulaires avec ces médicaments-là. Et là aussi, de façon extrêmement variable d'une patiente à l'autre.
voyez ici, je vous ai mis tout ce qui était aujourd'hui démontré comme étant efficace. Alors, je suis désolée, j'aimais beaucoup la présentation, du coup j'ai fait un copier-coller, mais c'est en anglais. Mais bon, on s'y retrouve. Tout ce qui est démontré comme étant bénéfique pour lutter contre ces différents effets secondaires, que ça soit les douleurs musculo-squelettiques, que ça soit les problèmes, les troubles de la sexualité entraînés par ces traitements avec la sécheresse vaginale, le poids, la fatigue. Voilà, il y a vraiment plein de solutions médicamenteuses et non médicamenteuses pour lutter contre ces effets secondaires. Et ça aussi, il faut que ça soit proposé, qu'on en parle, qu'on accompagne les patients pour toutes ces activités-là. Et probablement, c'est là où on n'est pas très bon, nous, dans les hôpitaux et dans les structures de soins en général. Donc ça, c'est pour les effets secondaires. Alors, il y a le sujet des interactions, et je vais passer quand même... je vais en dire juste un mot, parce que c'est très important. Il faut savoir que, en particulier, le tamoxifène, il est métabolisé dans le corps, le corps le transforme, et dans ce processus de transformation, en fait, il y a plein d'interactions possibles, non seulement avec d'autres médicaments, mais aussi, vous voyez, avec l'ail, avec le ginseng, avec donc tout ce qui est phytothérapie, interaction aussi avec des médicaments. Donc c'est un sujet vraiment majeur parce que nous, évidemment, on n'est pas tellement au courant de ce que nos patients prennent par ailleurs en phytothérapie ou en thérapie complémentaire ou en traitement oraux complémentaire. Mais il faut se méfier parce que parfois, ces traitements qu'on prend, on se dit ça atténue les effets secondaires du tamoxifène ou des anti-aromatases, mais en réalité, ça les atténue parce que ça diminue l'efficacité de la molécule, ça diminue le taux sanguin de la molécule. Donc c'est pour ça que ça atténue les effets secondaires. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Et même nous, quand on ne sait pas, parce que moi je ne connais pas toutes les interactions, on peut nous en parler à nos pharmaciens et poser la question, et c'est très important. Et puis enfin, le sujet de l'observance, il découle de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire des effets secondaires. Pourquoi une patiente, elle va arrêter son traitement, l'interrompre plus tôt ou ne jamais le prendre? C'est évidemment à cause des effets secondaires. Et l'observance, on sait, c'est vraiment un sujet. Et en particulier avec les traitements oraux, évidemment, parce que on est toute seule quand on est patiente face à son médicament, qu'on doit prendre tous les matins, et tous les matins, on se pose la question de est-ce que je dois continuer? On se sent à la fois responsable, presque coupable de pas le prendre, et en même temps, parfois, les patientes se disent « Oh, c'est juste un comprimé, j'ai fait la chimio, j'ai fait le plus dur, c'est la chimio qui est importante, et c'est le comprimé, l'hormono, c'est pas très important. » C'est pas du tout vrai. L'hormonothérapie, en adjuvant, est beaucoup plus efficace que la chimiothérapie pour la réduction des rechutes. Donc c'est vraiment très important. Et puis, c'est souvent un sujet, cette histoire d'observance, de discussion, parfois d'incompréhension ou de crispation entre l'oncologue et sa patiente, parce que nous, on a le sentiment de ne pas avoir réussi à convaincre notre patiente que c'était très important de le prendre. Les patientes, elles sont un peu devant cette injonction paradoxale de vous voulez être autonome, prenez-vous en main et prenez votre traitement, et on n'en parle plus, et c'est votre responsabilité, c'est pour sauver votre vie. Et en fait, voilà, ça suffit pas de dire ça, et il faut vraiment aller plus loin. Et aujourd'hui, on sait que la clé de l'observance, c'est vraiment cette relation entre le soignant et le soigné, la confiance, le temps qu'on prend, la discussion, l'explication, l'approfondissement. Il y a bien sûr des facteurs liés au traitement, et ça, on peut agir dessus. On peut éventuellement changer de molécule. On peut, comme je vous ai dit, donner des traitements aussi pour lutter contre les effets secondaires. Et puis enfin, il y a des facteurs personnels. Après, au fond, c'est un choix aussi personnel. On est devant des questions de risque et on a toutes une façon, une vision de la vie et de ce qu'on veut dans notre vie, prêt à prendre certains risques ou pas. Et ça, c'est les facteurs sur lesquels on peut nous moins agir. Alors, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'on va sans doute en parler et c'est aussi un peu plus l'objet du topo d'Annie.
Mais alors, les facteurs liés aux patients, nous, on les connaît. Hein. Par exemple, on sait qu'il y a un problème, les patientes les plus jeunes et les patientes les plus âgées sont en général les moins observantes. Et c'est probablement chez elles qu'on doit être, nous, le plus insistant et prendre le plus de temps. Il y a le manque de soutien socio-familial. Et c'est là où les patients experts, les patients partenaires sont extrêmement importants. Si la patiente n'est pas entourée ou ne se sent pas entourée par sa famille ou par ses amis, pour la persévérance dans son traitement, il faut aller trouver cet entourage ailleurs. Et puis, je vous l'ai dit, évidemment, la relation soignant-soigné, c'est majeur. Et là aussi, des personnes comme Annie, les patients experts peuvent jouer un rôle majeur pour améliorer cette relation soignant-soigné. Elle le fait tous les jours, Annie. Alors, il y a aussi, on a un vrai sujet, et on peut en parler plus tard, autour de l'hormonothérapie chez les femmes jeunes. Chez les femmes jeunes, ça pose des problèmes tout à fait particuliers, cette hormonothérapie, parce que chez une femme jeune qui n'a pas eu d'enfant, pendant l'hormonothérapie, la grossesse est contre-indiquée, donc ça peut, l'hormonothérapie, entraîner un retard dans le projet de grossesse, c'est un sujet. On sait que chez les femmes jeunes, on a plus de syndromes dépressifs et de détresse psychologique liés au cancer et à l'hormonothérapie. Et puis le soutien social est souvent moins présent, étonnamment. Mais bon, il y a des solutions pour tout ça. Elles sont, voilà, je vous les ai représentées ici. Je vous dis à la fois des solutions d'intervention non médicamenteuse pour lutter contre les effets secondaires, mais aussi des solutions pour trouver ce soutien social, les informations, l'encadrement. Il y a de l'éducation thérapeutique, les conférences comme on en fait aujourd'hui. Et c'est vraiment extrêmement important. Je pense que si on veut réussir à optimiser les traitements de nos patients, en particulier avec l'hormonothérapie, qui est un traitement au long cours, complexe et pour toutes les raisons qu'on a vues, pas très simple à prendre. Il y a plein de solutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, d'associations, d'organisations qui s'en occupent. Et faut aller taper à toutes ces portes et aller chercher ce soutien et on peut le trouver. Voilà. Donc c'était un survol rapide. Merci. Elle est douée. Et je laisse la parole à Annie, je vais te mettre ton... Alors donc tout à l'heure je me suis présentée, donc je saute. Mon histoire avec le cancer. Donc en 2000, j'ai eu un cancer du sein droit intracanalaire in situ. Donc je n'ai eu que chirurgie et radiothérapie. Mais chaque année, je faisais quand même des contrôles mammographiques et puis analyse de sein, etc. Et 11 ans après, le voilà, il est reparti dans l'autre sein. Et donc là, il n'était pas gentil du tout avec moi. C'est un cancer du sein gauche infiltrant, hormonodépendant, avec atteinte ganglionnaire. Donc là, j'ai eu la totale, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et les 5 ans de monothérapie. En 2018, je rencontre le professeur Moacir Sagachian qui me propose de devenir patiente partenaire en cancérologie, mais il y avait un hic, une condition, c'était passer un diplôme universitaire patient partenaire à la faculté de médecine de la Sorbonne. Je l'ai fait. Et puis après, j'ai commencé mes missions de patiente partenaire père aidant, comme dit ma copine. Alors, j'occupe une place à mi-chemin, je suis moi au milieu, entre les soignants et les soignés. J'essaye d'améliorer évidemment la qualité des soins et le quotidien des patientes. Et je ne m'occupe pas de la maladie, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas infirmière, je ne fais rien. Bon. J'ai simplement l'expérience de la maladie. Et ça, c'est important. Et c'est pas mal parce que des fois, il y a des infirmiers qui vont juger des patientes et puis elles me disent « Oh là là », je dis « Attends, toi, tu n'as pas eu le porte-4, tu n'as pas eu la chimio qui descendait, la chaleur et tout ça. » Ils me regardent « Ah oui, tu as raison, Annie. » Bon, alors tu te tais. Elle est très bien, la patiente. Alors... donc cet accompagnement repose sur le partage d'une expérience vécue et j'insiste là-dessus, cet accompagnement ne doit jamais être imposé à la patiente, il doit toujours être proposé. Moi je ne m'impose pas, on dit que j'existe et puis donc ou on m'appelle ou je les rencontre à l'hôpital et ça passe ou ça casse, enfin bon, peu importe. Alors, ma mission, accompagnement, écoute, soutien,
partage. Écoutez, c'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il faut. Moi, je suis une bavarde quand même, mais je me pince les lèvres et j'écoute, hein, parce que sinon, ça va plus. Alors, je fais avec des rencontres individuelles, par téléphone, en distanciel ou en présentiel, pour les patientes et les proches aidants. J'ai oublié, je vais le mettre. Alors, auprès des soignants, je me considère que je suis une partenaire. Je vais vous expliquer ce qui un jour m'était arrivé. Je suivais une patiente du professeur Mathis Agachian, dont je l'accompagnais. Puis, quand elle est partie en radiothérapie, elle s'est pas entendue avec le radiothérapeute parce que le protocole qu'il lui imposait, ça ne lui plaisait pas du tout. Mais alors, elle a fait plein d'histoires. Elle voulait porter plainte à la clinique, elle voulait porter plainte au cancérologue, au radio-oncologue. Donc, un jour, j'étais justement avec ce médecin en réunion, parce qu'en plus, je suis représentante des usagers. Alors, j'étais avec lui, et puis, je l'ai pris entre les quatre yeux, et je lui dis, bon, j'ai un problème avec tel patient. Voilà, ah oui, je sais, bon, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors on discute et tout ça. Bon, Annie, je vais la confier à un de mes collègues, de mon équipe. Du coup, la patiente était super contente. Elle me remercie encore et elle va très bien. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la phrase la suivante. J'ai la chance de collaborer avec des médecins et des soignants qui travaillent dans la reconnaissance de la complémentarité des savoirs au travers du partenariat patient. En fait, ils écoutent quand même mon expérience de la maladie. Alors, j'ai deux postes importants à gérer avec les patientes, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Alors, pendant la radiothérapie, très souvent, il y a beaucoup de patientes qui ont peur de la radiothérapie parce qu'il y a une de ses copines ou quelqu'un de la famille, ça ne s'est pas bien passé, bon, etc. Et puis elles regardent sur Internet. Bon. Et puis, quand elles font la consultation d'annonce pour expliquer le protocole, le déroulement de la radiothérapie, c'est rentré dans une oreille, puis c'est ressorti dans l'autre, et il y a des choses qu'elles ne comprennent pas. Donc, je réexplique. Par exemple, le problème du marquage, quand on fait un repérage au scanner pour savoir où c'est que la radiothérapie, les rayons vont taper, et elle dit « Oh là là, Annie, mais les points, ils vont rester, c'est de la... Comment on appelle ça, là? Hein? Le tatouage, merci. Parce que moi, j'ai pas eu de tatouage. Moi, j'ai vu avec un feutre noir, et puis il fallait mettre un sparadrap, un scotch. Mais quand on se douche, bonjour, hein, c'est pas pratique. Donc, je leur explique. Alors, elle me regarde. Ah oui, vous avez raison. Bon, alors du coup, c'est bon, ça marche. Et puis, oui, mais ça brûle, ça va me brûler. Bon, j'ai dit, il y a des moyens, peut-être, votre peau, elle est sensible, mais il y a des solutions. Hein, déjà, il y a la solution, 4 mois après la radiothérapie, vous pourriez aller faire un tour à faire une cure thermale. Bon, j'en ai fait 2. Bon, il y a une autre solution que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, la photobiomodulation. Et là, je l'ai découverte parce que j'avais une patiente que je suivais, mais qui n'avait pas un cancer du sein, c'était un cancer de l'anus. Et elle devait passer des radiothérapies, et au bout de la 4e, elle m'a appelée au secours. Annie, je peux plus vivre, j'ai mal, je peux pas m'asseoir, je peux pas aller aux toilettes. Vraiment, ça brûlait. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Puis j'ai eu un flash. Attends, on va prendre rendez-vous avec le médecin de la douleur. Et là, le médecin de la douleur, lui a proposé la photobiomodulation. Kézako. Donc, je me suis renseignée et en fait, j'ai vu qu'Gustave Roussy, il l'utilise. Donc, c'est une lumière blanche qui, en fait, a des effets positifs sur les cicatrices, des cicatrices des tissus et des muqueuses. Par exemple, alors pour les cancers du sein, pour l'hormonothérapie, pour la chimiothérapie, excusez-moi, on a souvent des mucites, bien qu'on nous donne des produits, mais bon, des fois, ça ne marche pas. Et là, une séance de photobiomodulation, à bout de la 2e, 3e,
tout est parti. Et ça, ça, je leur dis. Et puis, en radiothérapie, si elles ont leur sein qui chauffe, elles ont l'impression que ça brûle, photobiomédication. Et aussi, on a essayé, et ça marche, sur certaines, mais pas sur toutes, lorsqu'on a des paresthésies articulaires, là, soit les mains, soit les pieds. OK ? Donc voilà. Et ça, j'ai découvert ça, et j'en parle souvent. Alors, pendant l'hormonothérapie, là j'ai marqué le bien fondé de l'hormonothérapie, ce qu'a expliqué Maassi tout à l'heure, parce que les petites polissonnes de patientes, elles n'utilisent pas toute la vérité. Et comme moi, j'arrive à débloquer la parole, je ne sais pas comment je fais, mais j'en sais rien, ça marche, je les mets en confiance. Elles me disent, je ne vais pas la faire. Comment ça, vous n'allez pas la faire? Mais si, il faut. Moi, j'en ai fait 5 ans. Regardez, là, je suis en train de faire le pit devant vous. Alors, OK, hein, il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Enfin, je vous conseille de le faire. Ça, c'est votre corps. Vous faites ce que vous voulez. Alors que j'explique mon expérience et tout ça, donc on m'écoute. OK, d'accord. Mais il y a aussi des patientes qui arrêtent en plein traitement. Mais là, les coquines, elles ne le disent pas à leur oncologue. Elles me le disent à moi. Je dis, oh là là, mais il faut en parler au professeur Maassi-Sagachian. Elle a plein de molécules dans son sac. Elle peut vous donner plein d'autres molécules. Et puis aussi, si vous êtes trop fatigué, elle peut vous dire, on va faire une pause thérapeutique. OK, chef? C'est bon. Donc, voilà ce que je fais pour le monde. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Oh oui, j'ai l'impression de perdre la mémoire, d'être plus concentrée et tout ça. Bon, alors le professeur Maassi-Sagachian a dit, oh, mais je connais quelqu'un, elle peut vous aider là-dessus. Alors, j'ai appelé. Parce que moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas neuropsychologue. Moi, en fait, ce sont des ateliers de mémoire, de concentration. Mais bon, moi, je sais pas. Bon, donc j'ai été inscrite. Moi, je me suis inscrite à un atelier. C'était fait par une neuropsychologue de Bordeaux. Et en fait, c'était en visioconférence, mais on était plusieurs. Et moi, quand on est plusieurs en visioconférence, je n'ai pas aimé, moi il me faut le contact. Même en visioconférence, on peut arriver à avoir un contact avec la patiente. Donc du coup, j'ai demandé au professeur Maassi-Sagachian, est-ce que je pourrais faire des ateliers de mémoire et la concentration? Ah ben bien sûr, Annie, ok, bon, je suis partie. J'ai commencé à écrire des bouquins, puis surtout j'avais l'expérience moi-même d'avoir fait un atelier par des professionnels. Donc je savais, j'ai fait des copies-collées quoi en fait. Donc je me suis lancée là-dedans et donc je leur propose, si elles veulent, c'est 1 heure par semaine pendant 5 semaines. Mais il y en a, les coquines, il y en a certaines qui ont duré 1 an. Parce que, en fait, il n'y a pas que ça. On discute. En fait, en général, ce sont des femmes qui ont des problèmes personnels, qui sont seules. Donc, du coup, là, elles ont trouvé quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, voilà. Mais ça se fait même pas. Du coup, j'ai un panel d'ateliers. Voilà, maintenant, je suis vraiment armée. Mais c'est elles qui choisissent si on continue ou si on continue pas. Moi, c'est pas moi. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On recommence la semaine prochaine? Oui, bon. Et puis à un moment, elles disent, bon, là, ça va. Alors, surtout, moi, je leur dis, elles ont peur de, je sais pas, elles me disent pas la maladie d'Alzheimer, non, mais j'ai l'impression qu'elles pensent qu'elles sont en train de faire ça. J'ai dit non. Vous allez voir, mes exercices, ils vont bien vous montrer que c'est pas les troubles de mémoire que vous avez, c'est le manque de concentration. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Ah oui. Et donc j'ai des exercices. C'est pour la mémoire. Elles les font. Super. En revanche, quand c'est la concentration, alors là, déjà, je leur dis, bon, il faut faire cet exercice, il faut faire ça, ça et ça. Elles n'écoutent pas. Alors, après, qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que tu as dit? Oui, voilà. Donc, tu vois, manque de concentration. C'est pas assez fatigué. C'est super, je suis contente parce que je croyais...
Voilà comment ça se passe. Non, tu rigoles, mais c'est vrai. Bon. Mes objectifs, vous avez compris, c'est améliorer le quotidien de la patiente, la soutenir en essayant de rompre le sentiment d'isolement. Alors, l'isolement, j'ai quand même pas mal de patientes qui sont seules, divorcées, veuves, et là, je me permets quand même, souvent, de les appeler par téléphone pour avoir des nouvelles, et on passe un temps à discuter, et je crois qu'elles aiment ça, parce que franchement, elles sont toutes seules. Et il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Pardon Annie, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont seules, malgré toute une famille et des amis autour, mais Tout qui à sont fait. quand même très seules. Oui, c'est vrai, parce qu'elles n'osent rien dire, et moi, j'arrive, si tu veux, à libérer la parole. Donc, c'est vrai. Mais quand même, tu as eu une période où tu avais pas mal de... Puis alors, elle a des patients de toute la Terre, hein, Argentine... Côte d'Ivoire, enfin tout quoi. Enfin bon, bref. Hop. Alors, répondre à ces questionnements, ces angoisses, voilà ce que je fais. Et puis lui donner les clés pour être acteur de sa santé. Alors, un exemple, moi je tiens à ce que quand elle va revoir son oncologue ou le radio-oncologue, on prépare les questions. Hein, voilà, on prépare les questions parce que sinon, voilà, on oublie. Je prends un crayon, un papier et on note. Toc. Alors, conclusion, l'écoute active du père aidant ou de la patiente partenaire joue un rôle essentiel dans le parcours de soins. Il est important que la patiente se sente en confiance, sans jugement, pour qu'elle puisse exprimer ses émotions, ses peurs et ses préoccupations. Et puis le partage d'expériences, évidemment, puisque j'ai été malade, d'une patiente partenaire peut apporter un réconfort à la patiente pendant son parcours de soins et dans l'après-cancer. Donc, j'ai justement, surtout quand je suis au centre cancérologie de la Porte Saint-Cloud, ou comme je suis représentant des usagers, je me balade partout, je rencontre des femmes qui ont des cancers, et donc, j'ai pas de blouse, moi, j'ai mon badge, c'est tout. Alors, elles me regardent, qu'est-ce qu'il y a écrit, c'est quoi ça? Bon, j'explique, mais je leur dis, j'ai eu 2 fois de cancer. Elles me regardent et elles me disent oh, quel bonheur, enfin quelqu'un qui me comprend. Et puis moi, pour moi, c'est magique. Et cela me réconforte pour continuer à aider autrui et à donner un sens à la vie. Voilà, je vous remercie. Ah, merci Annie pour tout ça quoi. Vraiment tu fais un travail formidable et c'est vrai que voilà Annie a une énergie folle et que tu as repêché pas mal de patientes que tu nous as ramenées en consultation et avec lesquelles on a pu reprendre leur traitement et améliorer le suivi et tu nous alertes. Enfin vraiment merci et je pense que c'est extrêmement important. Je pense vraiment que l'hormonothérapie c'est effectivement une question d'information et de ce qu'on fait aujourd'hui et de communication. Et vous savez, les Américains, par exemple, ils proposent à leurs patients une checklist de questions à poser avant la consultation d'hormonothérapie. Je voulais pas alourdir le topo, mais je pourrais vous la faire parvenir, qui est très très bien faite, avec toutes les questions à poser sur pourquoi on donne cet hormono, quel est le bénéfice pour moi, comment lutter contre les effets secondaires, etc., etc., etc. Et faut pas vous dire que, enfin, c'est sûr que les médecins parfois vous donnent l'impression de pas avoir le temps, d'être pressé, que c'est futile, que vos questions n'ont pas de sens et tout. Non, il faut venir avec sa checklist, comme disait Annie, et voilà, et poser toutes ces questions. C'est fondamental, cette communication. Et puis si une première fois, ça suffit pas, revenir. Voilà, on a en général 5 ans pour se revoir, donc on a le temps de se parler. Alors, justement, est-ce que vous avez des questions? Parce que justement, selon... Bon, je sais qu'on est toutes des cas individuels, qu'on ne peut pas se comparer, mais avec le même diagnostic, avec la même, mettons, tumorectomie, chimio, radiothérapie, on n'a pas la même hormonothérapie. C'est-à-dire que moi, au départ, on m'a annoncé 5 ans, et là, la dernière consultation, on m'a dit 8 ans. Donc, en fonction de quoi est-ce que vous déterminez cette durée ?
Alors c'est vrai, c'est une question pas si simple en fait. Et les questions que vous posez, nous oncologues aussi, on se les pose. Et il faut savoir en fait que au départ, la plupart des études étaient faites avec 5 ans d'hormonothérapie. Et puis il y a eu des études de prolongation de l'hormonothérapie, 7 ans, 10 ans. Il y a même des Anglais qui ont fait une étude sur 15 ans. Et évidemment, toutes ces études, ça demande beaucoup de recul. Pour avoir les données et les résultats de ces études. Et puis, elles ne concluaient pas toutes à la même chose. Finalement, quand on compile toutes ces données de ces études, ce qui est certain, c'est que 5 ans, c'est le minimum. Et en dessous de 5 ans, vraiment, on perd en bénéfice. 10 ans, c'est probablement trop pour la plupart des patientes, c'est-à-dire que ce qu'on gagne en allant jusqu'à 10 ans, pour 90% des patientes, on ne gagne pas grand-chose en diminution de risque de rechute, donc ça n'a pas d'intérêt, sauf donc pour, disons, moins de 10% de patientes avec des cancers à haut risque de rechute tardive, ou voilà, mais c'est des cas particuliers. Et donc pour, en gros, je dirais, les patientes un peu plus à risque, risque intermédiaire à plus, 7 ans, c'est un bon compromis. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire, donc en gros, 5 ans pour la plupart des patientes, 7 ans si on a eu plus de 3 ganglions atteints, si on avait une grosse tumeur, si, voilà, en fonction des facteurs de risque. Et puis 10 ans, vraiment dans certains cas particuliers. Alors 8 ans, c'est un peu folklorique, mais pourquoi pas. Après, vous savez, c'est pas 7 ans et un jour, et c'est pas, vous voyez, ça reste effectivement, malheureusement, il faut quand même savoir que le cancer du sein a un risque de rechute tardif. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont expérimenté. Voilà, il peut revenir à 15 ans, à 20 ans, mais aujourd'hui, avec le recul qu'on a et les données qu'on a, voilà, on est sur ces schémas-là d'hormonothérapie. Et au-delà de 10, moi j'ai quelques patientes qui, à 10, veulent plus arrêter. C'est des drogués de l'hormonothérapie parce que c'est rassurant aussi et quand on le tolère bien. Au-delà de 10, vraiment le bénéfice n'est pas démontré. Alors, moi j'ai une patiente, elle continue à 1 comprimé par semaine depuis 15 ans. Voilà. C'était là. Oui, pardon, allez-y. Petite dame. Ah oui. Micro. Merci pour l'exposé. Madame, j'ai une question pour vous. Madame Sicard, vous avez un peu grimacé quand vous avez parlé de la formation du partenaire pour être patient partenaire. C'est quoi cette formation ? Ah, j'ai grimacé parce que je fais beaucoup de grimaces. Mais je ne sais rien à voir. Hein. Elle a été quand même major de ta promo, hein, je tiens à dire. Oui. Oui, je voulais savoir le contenu parce que ça m'intéresse. C'est en fait, c'est un professeur, le professeur Catherine Tourette-Turgis, du siège de la Pitié-Salpêtrière, ça dépend de la faculté de médecine de la Sorbonne. Et là, il y a beaucoup de demandes. Et on passe un diplôme universitaire pendant 1 an, on va au cours, on a un oral et on a une présentation écrite. Ça s'appelle un diplôme universitaire. Voilà. Mais c'est très très bien, on peut le faire à tout âge. Hein. Simplement, oui. Maintenant c'est tellement demandé que les places sont très 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 chères. Oui, j'ai vu les critères de sélection. Et... Oui, mais bon. Oui. Donc il faut, voilà. Mais ensuite, on est vraiment formé à être professionnellement un patient partenaire expert. Alors il y a de la formation du contenu sur médecine. Et puis il y a aussi vraiment un apprentissage de ce que c'est qu'être un patient partenaire, justement pour ne pas confondre les rôles. Oui. Voilà. Et c'est formidable, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est victime de son succès. Ouais. Et la validation du diplôme est validée par un travail de mémoire, de fin d'études ? Oui, un mémoire et un oral. Oui, la soutenance, oui. D'accord. Ok, merci. On a une autre étudiante en plein dedans. Alors pour répondre à votre question, il y a beaucoup de diplômes en fait de patients partenaires qui sont sur le territoire aujourd'hui en dehors de la Sorbonne. Moi j'en suis un à Nantes par exemple, 3 modules d'1 semaine. Il y en a plein à Brest, à Lyon. Maintenant il y en a plein qui se montent un peu partout et c'est toujours validé en effet par un mémoire sur le sujet que vous souhaitez et validé par effectivement un oral, enfin aussi un écrit et un oral auprès de professionnels de santé. Alors je sais qu'à la Sorbonne, la seule chose, c'est que c'est un diplôme de patient partenaire en cancérologie, alors que les autres diplômes universitaires qui sont dans l'Hexagone, c'est beaucoup plus large.
C'est pour toute pathologie chronique. Et en effet, maintenant, c'est pareil, hein, c'est des sessions, on est une vingtaine. Mais bon, vous pouvez avoir la chance de regarder, parce que la Sorbonne, en effet, c'est vrai que c'est très prisé. Et ça fait 10 ans que ça existe. Les autres DU sont plus récents. Celui de Nantes, par exemple, c'est la 3e année. Et voilà. Puis il y en a plusieurs comme ça dans le pays là, qui se montent, parce que patient partenaire, ça devient quelque chose, un profil qui est très recherché, puis maintenant qui va être certainement, on l'espère, réglementé aussi au niveau rémunération, etc., parce qu'il y en a qui veulent se professionnaliser là-dedans. Moi, j'avais une question pour le professeur Maassis Sakatian, et puis d'ailleurs pour Annie Sicard aussi. À quel moment de votre... quand vous recevez donc un patient, un malade, comment vous identifiez le moment en fait où vous allez le diriger vers Annie? C'est quoi les critères d'identification? Parce que c'est pas systématiquement, j'imagine, que vous les envoyez auprès d'Annie. En fait, il y a 2 leviers. C'est vrai qu'Annie est quand même essentiellement... Enfin, moi, je suis sur le site de l'hôpital américain et notre centre de radiothérapie est géographiquement à 15 minutes, à la porte de Saint-Cloud. Et Annie, physiquement, est à la porte de Saint-Cloud, où, comme elle vous raconte, elle circule dans les couloirs et elle prend contact comme ça avec les patientes. Et donc, essentiellement, toutes nos patientes pratiquement font leur radiothérapie là-bas. Et c'est au moment de la radiothérapie, essentiellement, qu'elles prennent contact, enfin qu'elle rencontre Annie. Et ensuite, c'est l'autre circuit, c'est l'atelier mémoire. Quand des patients se plaignent de troubles cognitifs et de concentration, moi, je les oriente vers Annie. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas très formalisé. Malheureusement, Annie, on voudrait bien la cloner, avoir une dizaine d'Annie pour en mettre partout dans l'hôpital. Mais voilà. Donc, malheureusement, on peut pas le faire de façon systématique. C'est vrai que il faudrait prescrire de l'Annie. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais juste revenir sur la durée de l'hormonothérapie. Pardon si ça fait doublon. Je voulais savoir, lorsqu'on a eu un cancer du sein d'emblée métastatique, quelle est la durée recommandée pour l'hormonothérapie? C'est une très très bonne question. Vous avez raison de la poser, parce que c'est vrai que là, on a fait un méli-mélo et on a beaucoup parlé de l'adjuvant, donc c'est-à-dire de après chirurgie. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les questions de l'hormonothérapie, les effets secondaires, etc., en phase métastatique sont un peu différents. C'est-à-dire que bien sûr, les patientes comprennent mieux et plus fortement l'enjeu, puisque là, on est sur un traitement curatif, plus préventif, et donc la question se pose pas trop de prendre son hormono. Par contre, c'est vrai que la question se pose de la durée, sachant que théoriquement, un cancer du sein métastatique, c'est une maladie chronique, et les traitements, quand on les commence, c'est à vie. C'est un peu comme un diabétique ou un hypertendu. Voilà, ça va être à vie, parce que le risque, si on interrompt le traitement, c'est que la maladie, de nouveau, réévolue et se réactive et reprogresse. Après, c'est vrai que de temps en temps, on a des patientes avec des cancers du sein métastatiques qu'on met en rémission, c'est-à-dire on voit plus de maladie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui sont peut-être guéries de leur cancer du sein, et pour lesquelles on commence à se poser la question d'arrêter. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, on fait ça, enfin on le fait très rarement, à cause de ce risque que ça réévolue, et voilà, et ça on veut absolument l'éviter. Donc la règle, c'est traitement à vie d'hormonothérapie associé à la thérapie ciblée, aux inhibiteurs de CDK. Et bon, évidemment, si la maladie réévolue malgré l'hormonothérapie, on change de traitement, on passe à une autre hormonothérapie ou à de la chimiothérapie. Ça, c'est un sujet. Évidemment, s'il y a de la toxicité, on peut changer aussi de traitement. Mais si la patiente est en rémission et qu'elle va bien, on continue. Alors parfois, je vous dis, au bout de 5 ans,
on peut lever un peu le pied, garder que l'hormono et arrêter l'inhibiteur de CDK. Aujourd'hui, on n'est pas à 10 ans de recul sur ces molécules-là. Mais bon, nous, on a tellement peur du cancer qu'on n'arrête pas en phase métastatique les traitements. D'autres questions? Oui. Ah, pardon. Oui. Bonjour. Moi, ma question concerne en fait le suivi pendant l'hormonothérapie par rapport aux effets secondaires. Peut-être c'est personnel, mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est que mon oncologue, pour lui, c'est pas un cancer, c'est des effets secondaires, donc c'est pas à lui de suivre. C'est à voir avec la généraliste. La généraliste, c'est pas elle qui donne le traitement. Elle gère pas très bien le sujet. Je me trouve entre deux. Et je peux vous dire que les effets secondaires nous font vraiment sentir plus malades que le cancer en soi. Donc, théoriquement, ça doit être suivi par qui ? Ça doit être suivi par celui qui le prescrit, c'est-à-dire l'oncologue. C'est vraiment le travail de votre oncologue de prendre en charge les effets secondaires de votre traitement. S'il ne peut pas changer de traitement, si lui-même, évidemment, ne peut pas vous prescrire peut-être des médicaments, mais c'est à votre oncologue de vous donner les recommandations, de vous expliquer ce qui peut être fait, de vous orienter vers éventuellement des associations, vers de l'activité physique, nutritionniste, sexologue, gynécologue en cas de problèmes vulvo-vaginaux. Enfin, vous voyez, mais c'est le chef d'orchestre, c'est l'oncologue et c'est son rôle. C'est vrai que les généralistes connaissent moins bien ces molécules que nous et connaissent encore moins bien les circuits d'adressage et ce qui est possible. Je vous ai la dernière diapo que je vous ai montré. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font avec les associations, avec il y a vraiment beaucoup de structures aujourd'hui qui se sont organisées pour la prise en charge des effets secondaires. Vraiment, l'activité physique est un levier majeur. Une fois qu'on l'a dit, c'est pas si simple. Il faut des programmes, il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit adapté à chaque patient. Voilà. Mais ça, c'est à votre oncologue de vous accompagner pour tout ça. C'est clair. Moi, je voudrais savoir si vous voyez d'autres évolutions dans la fonction que pourrait avoir le patient partenaire au sein de l'hôpital. Je pense qu'on est vraiment au tout début de cette histoire du patient partenaire. C'est vrai que le début de la Sorbonne existe depuis 10 ans, mais voilà, tout ça monte progressivement en puissance. Je crois que tout le monde est en train de chercher un peu. Enfin, on a un tel besoin, compte tenu du fait que on n'est pas assez de médecins de toute façon dans le système, et il y a beaucoup de patients. Même les infirmières qui faisaient un peu ce rôle d'intermédiaire de coordination, aujourd'hui, on n'en a plus. Je pense que vraiment, ce lien dont on a parlé, l'équipe autour du patient et le lien soignant-soigné, enfin, les patients experts, partenaires, c'est vrai qu'il y a plusieurs terminologies, vont avoir des rôles qu'on n'imagine sans doute pas et qui sont à inventer. Je pense qu'il y a vraiment ce sujet effectivement de la rémunération. Annie, elle fait ça de façon complètement bénévole, mais à un moment, c'est pas possible pour tout le monde. Mais c'est un chantier, quoi. C'est vraiment à créer, à inventer, à imposer. Alors ça commence à venir, mais je pense que ça va vraiment se déployer. On a un tel besoin dans le système de santé de ça et pas que pour le cancer en plus. C'est vrai qu'il y a le sujet de la question du retour au travail, un sujet majeur pour lequel nous on est tellement mauvais, les services sociaux, les assistantes sociales, voilà, elles savent pas faire non plus, et c'est un sujet vraiment au-delà de purement la médecine. Enfin voilà, il y a plein de thématiques sur lesquelles il y a à mon avis un rôle majeur pour les patients partenaires. Oui, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour tous vos conseils. Pourquoi est-ce que l'hormonothérapie fait mal pour certaines personnes dans les os, les muscles,
active certaines inflammations dans les articulations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça empêche la production d'hormones. En fait, les hormones, elles jouent un rôle majeur dans tout le corps. Les hormones, ça circule partout. Enfin, l'œstrogène, hein, ça va au niveau du cerveau, ça va au niveau des vaisseaux, ça va au niveau des articulations, dans les muscles, dans la graisse, partout dans notre corps. Et ça a une fonction partout dans le corps. Il y a des récepteurs aux œstrogènes un peu partout dans le corps. Et donc, quand on bloque l'effet des hormones, en particulier avec les anti-aromatases, par exemple, quand on bloque chez les femmes ménopausées la production d'hormones, les articulations, les organes ressentent ce manque de l'hormone. Par exemple, pour une articulation, c'est un vrai lubrifiant. C'est vraiment... et quand on produit plus d'hormones, tout ça se dessèche et se raidit et devient douloureux. Donc, c'est vraiment l'effet direct. On ne peut pas le nier. Parce que l'activité physique ne compense pas cette douleur. Elle l'atténue, franchement. L'activité physique, c'est comme un anti-inflammatoire. Et l'activité physique, sur le corps, hein, ça joue exactement le même rôle qu'un comprimé d'anti-inflammatoire, mais à condition d'en faire très, très régulièrement et à une certaine dose. C'est vraiment comme un médicament. Il faut faire 30 à 45 minutes, au moins tous les 2 jours, parce que c'est à ce rythme-là que ça a un rôle anti-inflammatoire. Ça diminue ce qu'on appelle les cytokines. On a en fait l'inflammation dans le corps. Les douleurs, ça vient de la production de certaines substances inflammatoires. Et l'activité physique, ça diminue ces substances inflammatoires. Donc si, ça a un vrai effet antalgique. Alors, peut-être pas complètement, ça diminue... Enfin, l'activité physique comme le yoga ou l'assouplissement, ça peut quand même contribuer à assouplir les articulations, clairement, les tendons, et ça diminue la douleur. C'est un vrai effet antalgique. Hein. Mais le problème, c'est la dose, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une fois par semaine, ça fera rien. Et il faut très régulièrement et un minimum d'intensité. Ce qui n'est pas toujours évident, mais en y allant progressivement, ça vient. Allez-y. Il arrive le micro et je vais vous passer le micro. Vous avez parlé de possibilité de modifier le traitement. Au bout de combien de temps un médecin va évaluer cette possibilité-là ? Alors, en fait, les effets secondaires et tout, parce que tout dépend en réalité de l'intensité des douleurs. C'est-à-dire que c'est en 2 temps. C'est-à-dire qu'au départ, on peut présenter des effets secondaires et puis on attend un petit peu parce que parfois le corps s'habitue. Avec le temps, les effets secondaires s'atténuent. Alors, le temps long, hein, c'est vraiment au bout de plusieurs mois. Et puis on met en place de l'activité physique ou d'autres techniques et on arrive à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on se donne toujours un peu de temps pour voir si... avec le temps ou avec les mesures mises en place, est-ce que ça va pas mieux ? Et si vraiment ça va pas et que le traitement devient intolérable, si vraiment les effets secondaires sont handicapants, ce que nous on fait parfois, c'est qu'on fait des périodes de pause, c'est ce qu'évoquait Annie. On sait qu'on peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois de pause d'hormonothérapie pour que ça aille mieux, à condition de reprendre le traitement, parce que parfois c'est un peu plus compliqué de reprendre après une période de pause, ou on fait de temps en temps du 1 jour sur 2, parce que malheureusement aujourd'hui, nos hormonothérapies, c'est une dose unique pour tout le monde, quel que soit le poids, la taille, l'âge, etc. C'est probablement pas adapté. Donc voilà, on a ce levier-là. Et puis comme on a, par exemple sur les anti-aromatases, enfin on a le tamoxifène plus 3 anti-aromatases, on a donc 4 molécules, on peut essayer l'une et l'autre, mais vraiment, il faut savoir qu'il faut au moins se donner 3 mois, 4 mois, voire plus de recul, parce que le temps que la molécule, elle circule dans le sang, que le corps s'ajuste au nouveau traitement et qu'il s'habitue, faut un peu du temps. C'est pas effet immédiat. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pas à l'arrêt immédiat de l'hormono que les effets secondaires disparaissent, malheureusement. Donc, il faut du temps. Et vraiment, c'est du temps qui se calcule en quelques mois quand même. Les activités physiques, qu'est-ce que vous préconisez justement pour soulager ces douleurs ? Les antalgiques, de temps en temps. Moi, vraiment, il y a des patientes à qui on recommande de prendre tous les matins un Doliprane ou un paracétamol ou un ibuprofène s'il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Et bon, c'est pas très grave de faire ça. Et si ça permet de soulager la patiente dans la journée, c'est vraiment une option. Okay, merci.
Bonjour à tous, à toutes. Voilà, donc j'ai suivi l'hormonothérapie pendant 5 ans, donc j'ai terminé. Je dirais hormonothérapie et après. Voilà, parce que là, je vais voir mon oncologue pour une dernière fois pour faire le point avec lui. Mais est-ce qu'il y a toujours un suivi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Alors, en fait, vous avez raison. En général, les patientes sont suivies pendant 5 ans, surtout si l'hormonothérapie est que de 5 ans. Et puis après, elles sont plus suivies par l'oncologue ou le radiothérapeute. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, avec le temps, heureusement, le risque de rechute a diminué. Une patiente qui n'a pas rechuté à 5 ans a moins de chances de rechuter que... Voilà. Et même si, comme je vous l'ai dit avant, ce risque de rechute persiste longtemps, mais la probabilité de rechuter reste toujours plus faible que la chance d'être guérie. Et c'est pour ça qu'au-delà de 5 ans, on ne fait pas, et même d'ailleurs sur les 5 ans, mais on ne fait pas d'examen systématique, sauf des cas particuliers de patients à haut risque. On ne fait pas de PET scanner, de radio systématique, parce que finalement, vous avez plus de chances que ça soit normal et d'être guéri que la rechute, et qu'on ne détecte pas mieux les rechutes comme ça. Et donc, ce qui est clair, c'est que quand on a eu un cancer du sein, si on a encore l'autre sein ou le même, on a un peu plus de risque d'avoir un deuxième cancer du sein. C'est un peu l'histoire de Annie. On a 1% de risque par an d'avoir un cancer du même sein ou de l'autre. C'est pour ça que la mammographie annuelle, c'est à vie, théoriquement. Une prise de sang une fois par an, dans le cadre d'un bilan de santé global, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que c'est les médecins traitants qui font ensuite le suivi et il n'y a finalement pas forcément besoin de l'expertise d'un oncologue qui vous fera rien de plus que ça. Et sauf des patientes à haut risque ou des patientes qui sont rassurées de voir leur oncologue si l'oncologue peut continuer le suivi. Mais merci. Avec plaisir. Petite question supplémentaire. Est-ce que dans quelques temps, il pourrait y avoir en traitement adjuvant un traitement d'hormonothérapie et d'immunothérapie cumulé, couplé? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immunothérapie, c'est-à-dire la stimulation du système immunitaire avec des médicaments, c'est en France, enfin partout dans le monde d'ailleurs, il y a la preuve a été faite de l'intérêt que pour les cancers triple négatifs. Et ces cancers triple négatifs, c'est par définition pas des cancers hormonodépendants. Donc ces patientes, elles ont parfois de l'immunothérapie en adjuvant, mais bien sûr pas d'hormonaux. Et donc il y a quelques études là qui sont en train d'arriver, qui sont en train de montrer que l'immunothérapie, ça marcherait aussi dans les cancers hormonodépendants. Et donc, on va probablement dans les années à venir avoir une indication d'immunothérapie pour certains cancers du sein hormonosensibles associés à la chimio avant chirurgie ou après chirurgie. Et dans ce cas-là, on continuerait l'immunothérapie associée à l'hormono. Donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais ça viendra peut-être. Il n'y a pas de risque d'interaction majeur entre l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Il n'y a pas de risque que les effets secondaires se cumulent, par exemple. Donc, c'est tout à fait envisageable. Et ce serait les mêmes molécules que celles pour les cancers? Oui, ça serait le pembro. Ouais. Je peux rajouter quelque chose? Je t'en prie. Ça marche. Pour les douleurs, on n'a pas parlé, mais moi j'ai oublié aussi de parler. Il y a beaucoup de patientes qui font du yoga, de la méditation, de la sophrologie, et elles sont et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien sur le moment, ça dure peut-être quelques jours. Bon, après, ça recommence. Mais avec l'APA, je trouve que c'est une bonne aussi. Un bon moyen pour ne plus penser à la douleur, parce que c'est sûr, tout ça aussi, on a tout ça dans la tête c'est très très juste, Annie. C'est vrai que la douleur, c'est pas que un symptôme physique, c'est aussi une perception par le cerveau de la douleur.
Et du coup, effectivement, toutes ces techniques de relaxation elles peuvent permettre d'atténuer la sensation de douleur ou la perception de la douleur, le ressenti de la douleur ou le ressenti de la pénibilité de la douleur. C'est très juste et c'est vraiment les techniques psychocorporelles. La respiration, ça aide énormément. Tu as tout à fait raison. On fait ça au centre cancérologie de la Porte Saint-Cloud, mais le problème, c'est qu'il y a une queue, quoi. Il faut attendre. Hein. C'est ça qui est embêtant. Hein. Il y a beaucoup de monde qui réclame. Il y a un énorme besoin. C'est ça, c'est toujours pareil. Hein. Et ça marche, et c'est vrai. Elles sont ravies, elles sont contentes. Et l'auriculothérapie et l'acupuncture. C'est vrai, pourquoi j'ai pas parlé de l'acupuncture. Il y a des centaines d'études qui montrent l'efficacité de l'acupuncture sur les douleurs articulaires et musculo-squelettiques. Pas chez tout le monde, et pas avec n'importe quel acupuncteur, mais vraiment, ça c'est démontré. Alors, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Donc, c'est effectivement... Je n'y ai pas pensé alors que je prescris tous les jours. Quoi. Donc, Et puis, au niveau psychologique, il y a beaucoup de patientes qui ne veulent pas aller voir des psychologues et elles réclament avoir des contacts avec les autres, de partager. C'est toujours pareil. Hein, donc, elles aimeraient qu'on organise des petites réunions entre elles, sans médecin, sans psychologue. Et voilà, elles se ressentent un peu plus comprises, écoutées. C'est toujours... Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On n'est pas au chômage. Hein. Quand même, dans les bonnes nouvelles, il y a une étude qui est en cours pour voir s'il n'y a pas des patientes à très bas risque qui pourraient avoir que 2 ans d'hormonothérapie. Et donc, peut-être qu'on va enfin sortir de ce dogme des 5 ans. Ça va être vraiment un faible pourcentage de patientes, mais on va peut-être réussir à soulager, en tout cas, certaines de ces 5 ans. Oui, je vous en prie. Je voulais vous demander, est-ce que ça existe des récidives sous hormonothérapie ? Oui, malheureusement, ça existe parce que, en fait, la cellule cancéreuse, elle peut parfois développer des mutations ou même avoir une mutation d'emblée qui la rende résistante à l'hormonothérapie. Un peu comme, vous savez, quand on a des bactéries résistantes à un antibiotique, les cellules cancéreuses, c'est exactement pareil. Et oui, on peut, soit d'emblée, l'hormonothérapie peut ne pas du tout marcher et qu'on rechute très tôt malgré l'hormonothérapie, voire parfois au bout de 4-5 ans d'hormonothérapie ou juste à l'arrêt de l'hormonothérapie. Oui, ça existe et c'est là où ces nouvelles molécules qu'on a et qu'on associe à l'hormonothérapie permettent de lever d'éviter cette résistance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les patientes à plus haut risque, d'emblée, après leur chirurgie, radiothérapie, éventuelle chimio, on leur donne, pour les patientes à plus haut risque, l'hormonothérapie associée aux inhibiteurs de CDK, ces nouvelles molécules qu'on donne normalement aux patientes avec des métastases. On peut les donner d'emblée en prévention pour justement éviter cette résistance à l'hormono. Non, surtout que j'ai... Excusez-moi, j'ai une question qui est peut-être un peu hors sujet, mais comme vous êtes là, j'en profite. Par rapport à la chirurgie, est-ce que c'est systématique ou il y a des protocoles sans chirurgie? Alors, quand il y a des métastases, quand il y a des métastases, oui. Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, quand il y a des métastases, normalement, la chirurgie n'a plus d'intérêt parce que la chirurgie, elle est intéressante quand le cancer est localisé et voilà, pour enlever la tumeur qu'on appelle primitive et s'en débarrasser et éviter une évolution ou une rechute. C'est plutôt l'exception, en fait, dans les situations métastatiques de faire de la chirurgie. Alors, on peut le faire, justement, quand on a une seule métastase, enfin quelques métastases isolées, ou quand les patientes, elles ont été diagnostiquées d'emblée avec le cancer du sein et les métastases, dès le départ. De temps en temps, quand on les traite et que tout disparaît,
on va enlever quand même là où il y avait la tumeur initialement pour éviter une réévolution à partir de la tumeur initiale du sein. Et donc, dans ces cas-là, on fait effectivement de la chirurgie. Donc, en gros, en phase métastatique, en général, on n'opère pas, sauf certains cas particuliers, en se disant qu'aller enlever la tumeur primitive du sein, ou aller enlever d'ailleurs une métastase, on peut aussi opérer une métastase, ça permettrait d'éviter une réévolution de la maladie. Et c'est vrai que là, avec ces hormonothérapies inhibiteurs de CDK, donc ces nouvelles molécules, ces traitements sont tellement efficaces qu'on met les patientes en rémission complète, donc il n'y a plus de maladie. Et donc, c'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question d'aller opérer ces patientes métastatiques qu'on n'aurait pas opérées il y a quelques années. Oui, je vous en prie. Bonjour, déjà merci beaucoup à vous et puis à la dame. Et je voulais savoir, en fait, moi j'ai eu un cancer il y a 4 ans. J'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie, mais par contre, j'ai pas eu d'immunothérapie et je voulais savoir pourquoi, en fait, s'il vous plaît. Mais qui n'était pas un cancer hormonodépendant? Non. Non. Un cancer triple négatif? Non plus, je pense pas, je sais pas. En fait, tout dépend. Alors, si vous voulez, si vous aviez un cancer hormonodépendant, vous auriez eu de l'hormonothérapie. Il y a quelques cas sur des toutes petites tumeurs, moins de 5 mm. Oui, elle faisait moins de 5 Voilà, mm. c'est pour ça qu'on ne fait pas d'hormono. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous montrais au début. Oui. Le bénéfice de l'hormonothérapie, il va être proportionnel au risque. D'accord. Et le risque, il est en général lié à la taille ou à l'atteinte des ganglions et à l'âge. Et donc, pour une toute petite tumeur de moins de 5 mm sans ganglion atteint, le bénéfice de l'hormonothérapie va être ridicule et ça ne vaut pas le coup, entre guillemets, par rapport aux potentiels effets secondaires. Donc, pas d'hormono. Et aussi, j'avais une autre petite question. 5 mm, c'est pas fréquent. Et aussi, vous dites qu'il y a souvent une rechute sur le même sein ou l'autre sein. Au bout de combien de temps Alors, c'est pas souvent. Il y a 1% de risque de rechute, ce qui est un peu plus élevé que le risque de développer un cancer du sein quand on n'en a pas eu. Et ça, c'est un risque à vie, en fait. D'accord, c'est le risque qu'à vie. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la mammo à vie tous les ans. D'accord. C'est pour détecter cette rechute dans le sein. Donc, je vous parle bien du risque de rechute dans le sein. Dans le sein ou l'autre sein, pour détecter cette rechute-là, ce risque de 1% de rechute, mammo annuelle à vie. Alors là, parce que moi, là, dans la dernière mammographie, là, dans le contrôle, ils m'ont dit que j'avais un petit ganglion intramammaire, mais qui était bénin. Oui. Alors, je suis un peu... perplexe. Voilà. Ouais. On peut avoir des ganglions intramammaires. Des ganglions, on peut en avoir partout dans le corps, et en particulier dans le sein. Et ils sont là pour veiller sur votre bonne santé. Et donc, il a raison d'être là, ce ganglion. Il ne faut surtout pas y toucher. D'accord. Et ils vont vérifier juste... Voilà, il faut le surveiller, être sûr que c'est un ganglion. Parce que, voilà. D'accord. Mais en général, les radiologues les reconnaissent assez bien, ces ganglions intramammaires. Je vous remercie beaucoup. Et ça, c'est pas une rechute. Oui, je vous en prie. Elle est pas... Ah, oui. Le micro voyageur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était juste une précision dans ce que vous avez dit sur les... Alors, moi, j'avais cru comprendre, vous allez me le confirmer ou pas, qu'il y a 3 types de cancer du sein, hormonodépendant, triple négatif et HER2 positif. Voilà. Sachant que dans les HER2 positifs, ils peuvent être hormonodépendants ou pas. Ah oui, qu'en gros, il y en a 4 finalement. D'accord. Il y a les triples négatifs, les hormonodépendants HER2-, et puis les HER2 positifs pas hormonodépendants et les HER2 positifs hormonodépendants. Et dans ce cas-là, l'immunothérapie est aussi indiquée pour les HER2. Alors, c'est vrai que nous, en fait, ça peut être appelé de l'immunothérapie. Ce n'est pas tout à fait l'immunothérapie qu'on fait dans les cancers triple négatifs. C'est des traitements d'anticorps anti-HER2. Donc, c'est des traitements ciblés sur le HER2 qui ne sont pas tout à fait de l'immunothérapie. Mais c'est vrai que parfois, pour simplifier, on dit immunothérapie, mais ce n'est pas l'immunothérapie comme dans les cancers triple négatifs. D'accord. Et j'ai juste une question en rapport avec ça. Un cancer hormonodépendant peut se transformer
en cancer HER2+, ou en... Oui, en fait, en ils peuvent tous passer d'une catégorie à l'autre. Parce qu'en fait, c'est une question de récepteur à la surface de la cellule cancéreuse, donc le récepteur à l'œstrogène, à la progestérone et le HER2. Et en réalité, c'est pas noir ou blanc. Vous voyez, on en a un peu ou beaucoup ou vraiment, voilà. Et vous voyez, par exemple, pour l'hormonosensibilité, il faut au moins 10% de récepteurs. Donc, même si vous avez 5% de récepteurs hormonaux sur vos cellules cancéreuses, on va dire qu'il n'est pas hormonodépendant alors qu'il y en a un petit peu. Et, c'est la même, et en fait, de temps en temps, on peut rechuter avec un cancer qui était un sous-groupe, une partie un peu différente du cancer initial. C'est-à-dire que ça peut être juste les cellules qui n'avaient pas du tout de récepteurs hormonaux qui rechutent, ou de temps en temps, juste les cellules qui avaient beaucoup de HER2 qui rechutent. Donc on peut ne pas avoir exactement le même profil. Et c'est pour ça que c'est très important, si une patiente rechute, de la biopsier, si possible. Parce que ça peut changer et que ça va changer complètement le traitement. D'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce que les facteurs tumoraux sont importants dans le suivi? Les marqueurs, pardon. Ah oui. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a jamais démontré qu'en faisant le dosage du marqueur, on détectait forcément plutôt une rechute et que ça permettait aux patientes d'être plus vite guéries ou de vivre plus longtemps après traitement de leur cancer métastatique. Il y a plein d'études qui ont cherché ça et c'est probablement parce que le marqueur, il n'est pas assez fiable. Dans le cancer du sein, il y a un marqueur essentiellement, le CA15-3 qu'on dose. On peut aussi doser la CE, mais c'est vraiment pas bon du tout. Et le problème avec le CA15-3, c'est qu'il peut ne pas augmenter alors que la patiente rechute pour certaines patientes, parce que leur cancer ne produit pas le CA15-3, ou parfois le CA15-3 il peut augmenter pour une autre raison que le cancer, parce que les cellules normales du corps produisent du CA15-3, et c'est pour ça que même quand on va bien et qu'on fait une prise de sang, on a toujours un peu de CA15-3. Donc le CA15-3 est malheureusement pas assez fiable. Mais bon, nous, assez souvent, on le fait dans nos bilans parce que même s'il n'est pas fiable à 100%, il pourrait quand même, s'il s'élève beaucoup, voilà, nous orienter. Ce qui est en train d'arriver, c'est l'ADN tumoral circulant. Ça, c'est une technique où on cherche vraiment avec de la biologie moléculaire, donc des techniques vraiment de biologie très approfondies, des débris d'ADN de cellules cancéreuses qui circuleraient dans le sang. Et donc ça, c'est aujourd'hui à l'étude pour voir si on détecte très tôt de l'ADN tumoral circulant, est-ce que ça ne serait pas le témoin d'une rechute qui est en train d'arriver? Mais ça, pour l'instant, c'est à l'étape, c'est en cours d'étude et probablement dans les années qui viennent, ça sera, j'espère, ça sera un de nos outils de détection précoce. Bonjour, j'ai une question. Je voulais savoir sur la stratégie thérapeutique des cancers hormonodépendants. Est-ce que vous avez connaissance de stratégies différentes qui étaient en cours dans la recherche, hormis l'hormonothérapie et l'immunothérapie? Alors, l'hormono reste vraiment le socle de base, quoi. C'est-à-dire que vous avez vu depuis 50 ans, l'hormonothérapie, c'est quand même la première thérapie ciblée qui a été mise au point. Et aujourd'hui, vous voyez, on s'excite autour des thérapies ciblées et à chaque fois qu'on a une nouvelle molécule un peu ciblée, il y a beaucoup d'engouement et ces molécules coûtent très très cher et tout. Finalement, l'hormonothérapie, c'est quand même une extraordinaire thérapie ciblée parce qu'on a vu le rôle fondamental du récepteur à l'œstrogène sur la cellule cancéreuse qui a ce récepteur et le rôle de l'œstrogène sur cette cellule cancéreuse. Donc je pense qu'avant que l'hormonothérapie soit détrônée, va falloir trouver quelque chose de totalement révolutionnaire et encore plus ciblé. Mais c'est déjà une thérapie ciblée extraordinaire, quoi. Donc on n'y est pas. Franchement, moi je connais, aujourd'hui toutes les études, c'est des combinaisons d'hormonothérapie avec autre chose. Ou alors, après, c'est des techniques, des approches non médicamenteuses de radiothérapie ciblée, ou un peu différentes d'immunothérapie. Mais voilà, encore une fois, l'hormono, c'est
Ça marche tellement bien et c'est tellement ciblé, c'est tellement fondamental dans la cellule cancéreuse que il est temps d'aller boire un coup.